Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la blockchain, en quelques mots, comment on pourrait décrire la blockchain? Alors, la blockchain, c'est une technologie décentralisée. C'est-à-dire que la base de données n'est pas centralisée par une entité, une entreprise, un gouvernement, etc. Mais elle est partagée à l'ensemble d'un réseau qui est garante que les informations qui sont stockées à l'intérieur ne soient pas modifiées et soient conformes aux échanges qui se sont faits en ligne. Comme je travaille sur des problématiques qui sont liées à la technologie blockchain, on a une problématique qui est quand même majeure, c'est le recrutement. Puisque la technologie se développe, avance, mais plus on avance dans le temps et donc moins il y a de personnes formées pour pouvoir répondre à toute la demande qui est faite. Un métier pour sûr, un métier roi, ce sont les développeurs. Oui. Alors les développeurs ne sont jamais au chômage, hein. Je peux vous le dire. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Parler Partager. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la thématique business. Aujourd'hui, je suis avec la cofondatrice de Web3 Talent Fair. Web3 Talent Fair. Je suis avec Ayet Outahar. Bonjour Ayet. Bonjour. Comment ça va? Super, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Ayet, est-ce que tu peux parler de toi rapidement? Qui es-tu? Alors pour me présenter brièvement, je travaille dans le numérique depuis plus de 15 ans. Oui. Et là, je viens de monter une entreprise qui s'appelle TechFlouz et qui fait du conseil et de la formation sur les sujets qui sont liés à la blockchain. Alors à la blockchain d'un point de vue, on va dire, non spéculatif, puisque mon travail à moi, ce n'est pas de donner des conseils financiers, mais d'expliquer ce qu'est la blockchain d'un point de vue technologie et comment elle peut modifier nos usages et comment elle peut être intégrée dans des services en entreprise. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la blockchain, en quelques mots, comment on pourrait décrire la blockchain? Alors, la blockchain, c'est une technologie décentralisée. C'est-à-dire que la base de données n'est pas centralisée par une entité, une entreprise, un gouvernement, etc. Mais elle est partagée à l'ensemble d'un réseau qui est garante que les informations qui sont stockées à l'intérieur ne soient pas modifiées et soient conformes aux échanges qui se sont faits en ligne. Notamment en France, on a ce qu'on appelle la RGPD. C'est à peu près la même chose? Alors la RGPD, c'est une réglementation en fait sur la protection des données personnelles. Alors c'est tout à fait autre chose, mais en fait dans le cadre de la blockchain, les échanges qui sont faits sur les plateformes qui utilisent cette technologie sont anonymes, donc on ne sait pas qui y a derrière. Donc en termes de protection de données personnelles, là ça va dépendre de la mise en place du service et de la manière dont elle fonctionne. Donc s'il y a par exemple ce qu'on appelle un KYC, c'est une obligation de donner son identité et de savoir qui se trouve derrière chaque wallet. En fait, un wallet, c'est un portefeuille dans lequel il y a une clé privée et une clé publique et qui permet de faire des transactions puisque la blockchain est basée sur la cryptographie pour pouvoir sécuriser le réseau. Merci Ayet d'avoir expliqué tout ça. Je pense qu'on pourrait même le republier sous forme de définition. Merci Ayet en tout cas pour cette explication. Si on devait parler un peu plus de ton activité ou de tes activités, puisque tu es active dans plusieurs projets, qu'est-ce qu'on peut en dire de toutes ces activités ? Alors, toutes ces activités, elles sont toutes liées entre elles puisque le dénominateur commun, c'est le numérique et donc les usages d'avenir qui sont basés sur les technologies innovantes. Et en ce moment, donc, je suis principalement sur les sujets qui sont liés à la blockchain. Donc, tout ce qui relie mes activités actuelles, c'est ce qu'on appelle le Web3, donc c'est-à-dire l'Internet nouvelle génération, celui qui arrive et qui va être basé sur un Internet décentralisé. Et voilà, je crois que c'est la réponse. Merci. Et je crois que tu travailles sur un événement qui s'appelle Web3 Talent Fair. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le but? Pourquoi vous faites ça? Alors, la Web3 Talent Fair a été initiée par mon ami Benoît Koulécha, que je connais depuis plus de 10 ans. Et donc, je l'ai rejoint dans ce projet-là, puisque comme je travaille sur des problématiques qui sont liées à la technologie blockchain, on a une problématique qui est quand même majeure, c'est le recrutement. Puisque la technologie se développe, avance, mais plus on avance dans le temps. Et donc, moins il y a de personnes formées pour pouvoir répondre à toute la demande qui est faite. Donc, on a besoin
besoin aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont qualifiées pour travailler sur ces sujets-là et pour travailler aussi sur ces problématiques, puisque comme c'est une technologie qui est jeune, il y a encore plein d'enjeux, il y a encore plein d'obstacles, il y a encore plein de choses qu'on n'est pas capable de gérer. Et donc, on a besoin de personnes qui soient passionnées par ce secteur-là et par cette technologie-là pour pouvoir apporter leur pierre aux différents projets qui se développent. Justement, on entend beaucoup parler de métiers en tension, surtout dans le numérique. Est-ce que tu peux nous en citer est-ce que tu peux nous citer quelques métiers tout simplement qui sont sous tension et qui recrutent très très bien ces derniers temps? Alors, déjà, il y a un métier pour sûr, un métier roi, ce sont les développeurs. Oui. Alors, les développeurs ne sont jamais au chômage. Hein. En tout cas, le dire. Pas dans les années à venir, visiblement, vu comment ça évolue. Moi, je pense que d'une manière générale, il y aura toujours du travail pour les très très bons développeurs, parce qu'en fait, être développeur, ça ne suffit pas, il faut être bon. Oui. donc, il y aura toujours du travail pour les développeurs, puisqu'en fait, ce sont eux qui permettent de concevoir les outils. S'il n'y a pas de développeurs derrière, ça veut dire que la technologie peut pas fonctionner, donc c'est pas voilà bon pour nos métiers. Alors le métier de développeur, c'est le métier numéro 1. Et il y a aussi tous les métiers du marketing qui sont extrêmement demandés en ce moment dans le Web3, puisqu'on ne markete pas un service issu du Web3 comme un service classique. Parce qu'il y a des codes visuels, il y a un jargon particulier aussi, il y a un vocabulaire qui est très spécifique dans notre milieu et qu'il faut savoir maîtriser. Et donc, dans le marketing, en ce moment, c'est très demandé, surtout qu'il y a eu l'explosion des NFT et qu'en fait, les NFT, clairement, sont des actifs qui peuvent répondre à une demande en termes de fidélisation, par exemple. Et justement, dans les métiers du marketing, tout à l'heure, en off, on discutait par rapport au community manager. Aujourd'hui, il y a encore plein de sous-métiers, c'est pas des sous-métiers, mais des dérivés de métiers par rapport à ce métier. On entend beaucoup moins parler du poste de community manager, même s'il existe. Peut-être que dans 5 ans, il n'existera plus. Et c'est ça qui est incroyable. En fait, ça évolue tellement vite. Et bon, j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais c'est sûr que peut-être dans les 5-10 ans à venir, les métiers existants aujourd'hui ne seront plus les mêmes. Et il y aura encore des dérivés de métiers. Et c'est ça qui est incroyable. Ça évolue à une vitesse. Et donc, ça montre que c'est un marché porteur en termes de recrutement, et ça montre que potentiellement on peut aussi évoluer très vite, puisque ce marché-là évolue très vite aussi. Si on devait parler un peu plus de l'événement, l'année dernière vous avez organisé la première édition en physique, si je dis pas de bêtises. Exact. Cette année vous avez d'autres projets. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors on a la chance de faire la deuxième édition. Donc on a fait la première édition l'année dernière qui a très bien fonctionné. Et la spécificité de la Web3 Talent Fair, c'est qu'elle se déroule durant ce qu'on appelle l'ETHCC Week, qui est très connu dans l'écosystème du Web3. L'ETHCC Week, c'est la semaine où il y a plein d'événements dédiés au Web3 et c'est la semaine durant laquelle se déroule ce qu'on appelle l'ETHCC, qui est le plus grand événement qui rassemble la communauté Ethereum en France. Et c'est un événement qui rassemble une communauté internationale à Paris donc en juillet. Et donc, on profite du fait qu'il y ait une communauté internationale spécialisée dans le Web3 à Paris pour lancer cet événement, puisque le but, c'est de permettre aux recruteurs de trouver les meilleurs talents. Et on sait que durant cette période, on peut les catcher. Et du coup, cette année, est-ce que vous avez les dates au niveau? Alors, le THCC Week, c'est en juillet, je ne sais plus, je n'ai pas la date exacte, mais l'année dernière, on l'avait fait un vendredi et cette année, on aimerait bien faire l'ouverture de l'ETHCC Week, donc on va le faire un lundi. D'accord. Bon, en tout cas, bravo. Et pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées, est-ce qu'on peut leur donner quelques conseils? Qu'est-ce qu'ils devraient faire avant d'arriver s'ils veulent trouver un métier dans le numérique, dans la blockchain, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire avant qu'ils arrivent? Alors déjà, ce que je voudrais moi leur dire, c'est déjà d'être décomplexés par rapport à leur niveau de connaissance dans le secteur. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est en constante mutation. C'est une technologie qui est encore extrêmement jeune et qui manque tellement de talent pour pouvoir travailler sur ces projets-là que les entreprises sont prêtes à recruter des juniors qu'elles vont ensuite former en interne. Donc en fait, même si on a une petite base, je donne un exemple, je sais coder un petit peu en Java, je peux quand même venir échanger avec les entreprises et potentiellement ces entreprises-là vont me former dans leur académie ou dans leur façon d'intégrer.
Tout à fait. Pourquoi ? Parce que en fait, les compétences, déjà, elles se modifient. Donc, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, community manager, pas spécialisé dans le Web3, ça veut dire que vous avez déjà des connaissances du métier et que vous êtes déjà capable de communiquer. Donc, après, on va vous donner les codes du milieu pour pouvoir ensuite les adapter aux compétences que vous avez déjà. Si vous savez coder en Java, par exemple, ça veut dire que vous savez utiliser les outils de programmation. Ça veut dire que vous avez les bases pour pouvoir comprendre un langage de programmation. Donc, en fait, vous avez toutes les aptitudes pour travailler déjà. Donc, après, il suffit juste d'être passionné. Et une fois que vous êtes passionné, forcément, vous allez vouloir compléter vos connaissances et vous allez vouloir progresser, ce qui est normal parce que vous avez un objectif qui est de travailler dans ce secteur. Donc, ça veut dire que ça va pas vous coûter d'efforts puisque vous êtes passionné. Et donc, les entreprises sont très en demande de ce type de profil parce que comme il y a un manque de candidats déjà qualifiés, donc le but, c'est de permettre à ceux qui sont motivés pour travailler dans ce secteur de pouvoir réaliser leurs ambitions. Donc, si on devait établir un premier lot de critères pour pouvoir travailler ou pour pouvoir aller à cet événement, est-ce qu'il faut savoir parler anglais ou pas du tout ? Alors, c'est utile, d'accord. Mais ça n'est pas nécessaire. Donc l'anglais, un minimum, la passion. Passion en 1. En 1, donc numéro 1, la passion. Oui. Deuxième position, on pourrait dire. Alors, la passion, l'autonomie. Parce que comme c'est un milieu qui bouge beaucoup, ça veut dire que les informations que vous avez aujourd'hui, peut-être que dans une semaine, 2 semaines, 3 mois, elles seront plus valables. Souvenez-vous, là, il n'y a même pas besoin d'être dans le milieu. Je pense qu'on a tous entendu parler de la chute de FTX. Oui. La chute de FTX, elle s'est faite en 3 jours. Donc, un jour, ils étaient les numéros 2 sur le marché des exchanges centralisés. Et 3 jours après, ils étaient rayés de la carte. Donc, vous voyez à quel point ça peut aller extrêmement vite. Ça demande également de la flexibilité sur les compétences, dans ce cas où ça demande de l'ouverture d'esprit, peut-être. L'ouverture d'esprit et une capacité de veille, d'adaptation aussi, et surtout beaucoup d'autonomie. Parfait. En tout cas, merci. Ça fait beaucoup. Ça fait pas mal, mais en tout cas, c'est intéressant puisque ça donne également une idée aux potentiels jeunes ou aux personnes qui se posent des questions. On ne demande pas non plus 10 ans ou 15 ans d'expérience comme dans certains métiers. Donc finalement, en fait, peut-être qu'il y a un minimum de prérequis, mais la porte est quand même grande ouverte et c'est ça qui est très intéressant par rapport à cet univers et à ce domaine-là. Ayet, est-ce que je peux vous proposer un café ? Volontiers. Parfait. Après cet échange, c'est parti pour la Minute Café. Et voilà pour les cafés. Mais c'est magnifique, merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, pour la Minute Café, on a quelques questions, Ayet. La première question, ça concerne les films. Est-ce que tu as un film à nous conseiller, un film qui t'inspire ? Alors là, en termes de film, tout de suite, j'ai pas d'idée. Pourtant, Dieu sait que j'en regarde. Oui. Mais si je me base un peu sur ce que j'ai regardé dernièrement, il y a une série qui m'a inspirée, qui est actuellement sur Netflix et qui s'appelle The Playlist et qui retrace l'histoire des fondateurs de Spotify. Et cette série, je la trouve très intéressante déjà parce que c'est une mini-série, donc c'est super. On n'a pas besoin de suivre sur du long terme. Et je crois que c'est 8 épisodes et ces 8 épisodes-là retracent le point de vue de chaque personnage actif dans la création de cette start-up-là. Et donc, on voit toutes les difficultés qu'il a fallu pour pouvoir créer Spotify et on voit aussi comment le business est obligé de s'adapter au changement puisque pour ceux qui ont à peu près mon âge, on a tous connu Pirate Bay à l'époque où on s'échangeait de la musique en peer-to-peer et qui était vraiment le cauchemar des boîtes dans l'industrie musicale. Et donc, ça retrace tout le cheminement créatif et le cheminement business de cette équipe qui a travaillé sur Spotify. Donc, j'en parle parce qu'elle est en ce moment sur Netflix et que ça vaut le coup de la regarder. Merci pour ce conseil de série. Et là, on va passer du coup à la personnalité. Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous inspire en ce moment ? Alors, j'ai plein de personnalités qui m'inspirent. Moi, je suis un peu le genre de personne à avoir des rôles modèles. Mais alors, j'en ai une en particulier et ça va être ma mère.
Magnifique. Ma mère, mais parce que en fait, je la trouve extraordinaire et d'une manière générale, je trouve que les mères sont extraordinaires puisque je trouve qu'elles ont une force à toute épreuve. Je crois qu'en fait, le fait d'avoir des enfants, ça change la perception qu'on a du monde et ça donne aussi une force supplémentaire. Il y a quelque chose d'assez, d'assez fort, je trouve, chez les mères et particulièrement chez ma mère parce que ma mère m'a soutenue dans tout ce que j'ai fait et Dieu sait que j'ai pris tellement de risques dans ma vie que heureusement qu'elle était là pour me rattraper quand ça ne se passait pas très bien. C'est la première fois qu'on a l'exemple des mamans, mais en tout cas c'est vrai que les mamans et les papas aussi font beaucoup de sacrifices pour leurs enfants. Merci à eux. Bon voilà, un peu en off. Merci maman également pour tout ce que tu fais pour moi et merci papa également. Merci Ayette en tout cas pour ce rappel, c'est très important. Avant de terminer ce podcast, on a parlé tout à l'heure d'un outil qui fait un peu peur, d'une nouvelle technologie qui s'appelle ChatGPT, c'est ça? ChatGPT. ChatGPT, pardon. On le dit en français, ça fait ChatGPT, c'est pas très élégant. Donc en fait, on le dit surtout en anglais ChatGPT parce que ça passe mieux, je pense. Oui. Et du coup, cette technologie qui peut effrayer aussi, on en parlait tout à l'heure en off. Est-ce que vous avez quelque chose à partager à ce niveau-là? Alors moi, à ce niveau-là, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut arrêter de s'inquiéter de l'intelligence artificielle parce que les intelligences artificielles sont conçues comme des assistants. Donc ils sont là pour nous aider au quotidien dans notre travail, mais à aucun moment l'intelligence artificielle peut remplacer un humain. Tout simplement parce que l'intelligence artificielle est basée sur des algorithmes et donc il y a une logique algorithmique dans ce qu'elle propose. Mais quand on travaille en entreprise, on a besoin de créativité et on a surtout besoin de personnes qui soient suffisamment tenaces pour être orientées solution. C'est-à-dire que quand il y a un problème et qu'il faut le régler, si on fonctionne sur des algorithmes, donc ça va apporter des solutions qui ne sont pas très innovantes, pas très adaptées, alors que l'humain, lui, est capable de comprendre le contexte dans lequel il est et d'apporter des solutions qui sont concrètes et efficaces. Donc l'humain sera toujours utile. Et puis même si vous regardez, quand vous allez sur ChatGPT, il a une manière de rédiger qui est très objective, qui est très plate, parce que son travail à lui, c'est d'apporter une information, mais son travail à lui, c'est pas de faire des figures de style, c'est pas de répondre à une problématique spécifique à un instant T. Donc il faut être relax par rapport à ça, puisque en fait on va dire que ChatGPT c'est Google en mieux. Voilà. Peut-être qu'on est influencé par les films ou des séries de science-fiction qui nous font peut-être peur avec l'intelligence artificielle, mais en tout cas je pense qu'il faut savoir profiter des outils qui nous améliorent la vie quotidienne. En tout cas c'est très important. Pour terminer ce podcast, et j'ai oublié de poser cette question lors de la Minute Café, Ayette, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs candidats, aux personnes qui s'intéressent à ton secteur d'activité, aux personnes qui vont venir à votre événement en juillet prochain? Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui nous regardent? Alors le premier conseil, c'est déjà de commencer par s'auto-former. On a un acronyme dans le secteur qui s'appelle DYOR, D-Y-O-R, et qui veut dire Do Your Own Research. Donc ça veut dire que avant de commencer à vouloir travailler dans le Web3, le premier conseil que je donnerais, c'est de faire des recherches sur ce que c'est, bien comprendre ce qu'est la blockchain, comment elle fonctionne, etc. Et surtout, c'est un secteur dans lequel il y a tellement d'escrocs, parce qu'en fait, on est sur un sujet que personne ne comprend. Ne jamais écouter ce qu'on appelle entre guillemets les influenceurs quand il s'agit par exemple d'investissement en cryptoactifs. Ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. C'est de rentrer dans le milieu par le biais de la spéculation et d'écouter des influenceurs dans la manière de gérer ça. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est d'essayer d'avoir des petits projets personnels qui sont liés à ce secteur-là et qui va associer les compétences que vous avez. Parce que ça permet d'avoir un mini portfolio et de montrer que déjà, même avant d'être recruté, vous êtes capable de faire des choses tout seul dans votre coin. Donc par exemple, si vous travaillez dans le marketing, vous voulez travailler dans le Web3, vous pouvez avoir un petit blog où vous allez parler de l'actualité dans le milieu. Vous pouvez avoir un Instagram où vous pouvez poster des photos d'événements dédiés au Web3 dans lesquels vous allez. Si vous êtes développeur, c'est rejoindre des communautés qui sont associées à la blockchain que
vous soutenez. Par exemple, si vous aimez bien Ethereum, vous pouvez rejoindre l'association Ethereum France. Si vous aimez bien Polkadot, vous pouvez travailler sur des projets sur Kusama. Vous avez plein de communautés, de développeurs qui s'organisent autour des blockchains. En tout cas, merci pour ces conseils. C'est vrai que l'exemple concret du portfolio ou du blog, etc., quand on veut chercher un emploi ou quand on veut se lancer dans un projet, c'est très important parce que ça permet à la personne qui est face à nous de mieux se représenter et de savoir plus ou moins sur les grandes lignes nos capacités. Donc ça, c'est très intéressant. En tout cas, c'était sympa comme échange, Ayet. Merci pour tous ces retours d'expérience, pour toutes ces informations. On mettra les liens de l'événement sous la description de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, merci de nous avoir regardés. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et pensez-y, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt.